Daniel Flaget, bonjour. Vous êtes pédopsychiatre, psychiatre, psychanalyste, membre titulaire de la Société belge de psychanalyse. Vous êtes aussi membre fondateur de l'IFISEM, qui est un centre de formation à l'intervention en santé mentale. Vous avez aussi été médecin directeur du centre de guidance d'Uccle. Vous avez été directeur de l'équipe thérapeutique de l'école des Blés d'Or. Vous avez aussi participé à la fondation de la formation à la thérapie de développement. Ça fait beaucoup de choses. Donc, je crois que vous avez une carrière bien remplie, d'autant plus qu'elle a débuté précocement, à ce que je sais. Votre engagement professionnel a été important et très diversifié aussi. Je crois que votre manière d'envisager la pédopsychiatrie a très fortement influencé les gens de ma génération. Et d'autant plus, je crois que vous avez toujours été très préoccupé par la transmission, par la question de la transmission. Je pense que par votre rapport, vous avez réellement ouvert le champ de la pédopsychiatrie à une approche intégrative qui tient compte des différents aspects qui sont à la fois l'axe organique, l'axe individuel, intrapsychique, et puis aussi la dimension familiale. Je crois que là, vous avez vraiment initié quelque chose de novateur dans le champ de la pédopsychiatrie, qui, je crois, a vraiment ouvert à la complexité dans une époque où pourtant le chant des sirènes simplificatrices est quand même parfois assez assourdissant. Donc je crois que là, vous avez vraiment fait quelque chose de très particulier. Mais dites-moi peut-être qu'est-ce qui a motivé votre vocation ? En fait, très précocement, dans mon adolescence, j'ai voulu m'intéresser au fonctionnement mental et je suis par hasard tombée, comme beaucoup de gens de ma génération, par des lectures sur la psychanalyse, dont j'avais une idée plus que vague au départ et j'avais envie de devenir psychanalyste. Mais à l'adolescence ? Oui. Mais c'était une idée très floue parce que je ne savais pas tellement en quoi ça consistait. Et donc, plusieurs personnes m'ont dit que si je voulais faire de la psychanalyse, il fallait d'abord que je fasse la médecine. Mais j'ai eu la chance d'avoir la possibilité de faire ma formation analytique pendant mes études de médecine. Et au fond, vous avez fait, je pense, des rencontres marquantes. Vous pourriez nous parler peut-être de vos filiations Mais la première rencontre marquante, c'est la rencontre d'un cousin de ma mère à Paris qui s'appelait le docteur Jean d'Alsace, qui était en fait gynécologue, mais qui était très mêlé au milieu psychanalytique. Il avait traduit Steckel en français. Et c'est cet homme-là que j'ai eu l'occasion de rencontrer tout simplement dans un dîner de famille, alors que j'étais vraiment fort jeune, qui m'a encouragée dans mon projet de devenir psychanalyste et qui m'a informée des moyens d'y parvenir. Donc c'était tout à fait déterminant. Dans la suite, j'ai eu l'occasion de rencontrer mon analyste, de faire une analyse. C'était Maurice Dugautier. Il y avait à ce moment-là 3 analystes à Bruxelles, monsieur et madame Le Chat et monsieur Dugautier. Et j'ai eu l'occasion de participer au séminaire du professeur André Ombredan, qui, à l'époque où j'étais en seconde candidature en médecine, est venu à Bruxelles organiser la licence en psychologie. Et le professeur Ombredan était un homme très savant, il était neurologue, psychiatre, docteur en philosophie, docteur ès-lettres, et il avait une rigueur intellectuelle et tout à fait remarquable. Et disons qu'avec un groupe très hétérogène qu'il réunissait pour parler d'un projet qui était lié au test projectif, il nous a vraiment appris une manière de raisonner avec rigueur dans le champ de la psychologie. Ça, c'est une chose. Mais alors, dans la suite, quand j'ai été dans le groupe des psychanalystes, dans le groupe bruxellois des psychanalystes, il y avait à l'époque quelques Parisiens qui avaient la bonté de venir de temps en temps à Bruxelles, faire des conférences et notamment
Monsieur Lebovici et René Diatkin, qui sont venus de nombreuses fois à Bruxelles et qui, eux, étaient très centrés sur la psychanalyse d'enfants et qui ont dans la suite été mes maîtres parce que je les ai eus comme superviseurs et puis j'ai suivi beaucoup de séminaires à Paris avec eux. Et je crois que ce que j'ai pu faire en matière de, je dirais, de psychiatrie psychanalytique de l'enfant, je le dois essentiellement à eux. Alors pour ce qui est d'une formation psychiatrique plus basique, après mes études de médecine, j'ai été en stage à Strasbourg. Ce n'était pas du tout un choix personnel, c'est parce que mon mari, qui voulait faire de la neurochirurgie, était envoyé à Strasbourg. Et je suis tombée dans le service du professeur Kammerer, qui était un homme tout à fait remarquable. Et là, je dirais que j'ai fait mon apprentissage en psychiatrie générale. Et je lui dois beaucoup également pour les connaissances qu'il a pu me transmettre à ce moment-là. Et puis après ça, pourriez nous parler un petit peu de votre parcours professionnel? Mon parcours professionnel a été dicté par des considérations très platement matérielles. C'est-à-dire que comme je me suis mariée, j'ai eu très rapidement un premier enfant, donc je devais m'organiser pour garder cet enfant. À l'époque, il n'y avait pas de crèche convenable. J'avais un mari assistant en neurochirurgie, c'est-à-dire qu'il ne gagnait pas sa vie. Donc il était tout à fait exclu que je puisse accepter une place d'assistant universitaire à ce moment-là. Donc j'ai fait un petit peu de clientèle privée, ce que j'ai pu faire, parce que comme des psychanalystes, c'était une nouveauté à Bruxelles, il y a tout de même des confrères qui m'envoyaient de temps en temps des clients. Mais relativement rapidement, j'ai eu l'occasion d'avoir une place rémunérée cette fois-là à ce qui s'appelait à l'époque le dispensaire d'hygiène mentale et qui était en fait la première équipe pluridisciplinaire qui avait une consultation publique en pédopsychiatrie en Belgique. Et c'est là qu'est né votre attrait pour la psychopathologie de l'enfant? Et c'est là que j'ai été confrontée à la psychopathologie de l'enfant. Alors il faut dire que là, c'est encore une fois une question de circonstance. Comme j'étais très jeune, forcément, mes confrères n'étaient pas chauds pour m'envoyer des adultes, donc on m'envoyait des enfants. Et j'ai commencé à faire des psychothérapies d'enfants. Et puis j'ai eu l'occasion d'entrer donc dans ce service qui était dirigé par Madame Jadot de Crolly, qui avait réuni une équipe avec une logopède, 2 logopèdes, une psychomotricienne, une assistante sociale psychiatrique, toute spécialité qui était tout à fait neuve à l'époque. Et là, j'ai été confrontée au tout venant d'une consultation de psychiatrie de l'enfant, où j'ai bien dû me rendre compte que la psychanalyse n'apportait pas du tout toutes les réponses, il y en apportait certaines, mais pas du tout toutes les réponses au cas qui m'était présenté, évidemment, et où il y avait de tout. Il y avait évidemment des symptômes de type néphrotique, psychopathique, défectologique, il y avait beaucoup de cas sociaux, il y avait beaucoup de cas de troubles de l'apprentissage, donc j'ai dû me mettre à l'apprentissage de ce que c'était, tous les troubles instrumentaux qui étaient toujours très présents dans ces consultations, ce qui m'a amené effectivement à avoir une vue assez large de la pédopsychiatrie. Et alors ce qui s'est passé dans ce centre, c'est que, comme tout le monde savait que j'avais fait une formation, ou j'étais encore en train de faire une formation psychanalytique, j'étais très sollicitée par les autres travailleurs du centre, qui souhaitaient me parler de leur cas et qui, au fond, avaient une idée assez irréaliste, comme tout le monde d'ailleurs à l'époque, de la psychanalyse. Et on a comme ça joué un jeu de... je dirais, d'envoi alterné de patients, quand les
rééducateurs n'en sortaient pas avec leur cas, ils me les envoyaient. Puis comme je ne m'en sortais pas non plus, je me les renvoyais. Et c'est ainsi qu'est né le premier groupe de discussion de cas, parce que mes collègues souhaitaient que je puisse apporter un éclairage psychanalytique à leur cas. Et eux m'apportaient l'éclairage de leur connaissance de rééducateur. C'est un échange de bons procédés. Voilà. Et en fait, c'est ça qui a été la matrice de tout ce qui s'est passé dans la suite et qui a abouti à l'organisation de d'IFISAM, qui est donc un organisme, un institut de formation à l'intervention en santé mentale. Mais ça, c'est 30 ans après. Oui. Et au fond, donc, vous avez toujours été intéressé par l'abord pluridisciplinaire. Oui, oui, parce que ça me semblait pas possible de se borner. Je me suis rendu compte très vite que ce n'était pas possible de se borner à poser des indications de psychothérapie analytique. D'abord, ce n'était pas simple de poser ces indications. Ensuite, ça ne couvrait qu'une petite partie des cas qui se présentaient là. Donc forcément, j'ai dû m'intéresser à tout le reste. D'ailleurs, vous écrivez dans votre article la pratique de la pédopsychiatrie devrait nous immuniser contre les dangers de la pensée unique. Oui, en effet. En effet, parce que la pédopsychiatrie vous met d'emblée, vous confronte à la complexité. Puis vous avez quand même eu le souci aussi d'approcher la famille par rapport aux situations. Je veux dire, ça allait de soi. Quand vous voyez des gens qui vous amènent un gosse qui ne va pas bien, il faut bien s'intéresser, bon, bien sûr, à l'enfant, mais aussi à ses conditions de vie. Alors, ces conditions de vie, c'est l'école, c'est la famille, c'est le milieu social. Vous dites ça allait de soi, mais à l'époque, ça n'allait pas forcément de soi. C'est quand même quelque chose qui vous était propre, qui avait quand même à voir, je crois, avec votre curiosité, votre intérêt pour une certaine forme d'ouverture. Ben, ça me semblait évident. J'arrivais là comme Candide. Hein. J'observais ce que j'avais devant moi et je ne pouvais pas ne pas voir toutes les circonstances, toutes les conditions qui pesaient sur le développement des enfants et sur leur psychopathologie. Est-ce qu'on pourrait dire, au fond, qu'il y aurait comme un parallèle entre votre façon d'avoir forgé votre carrière, d'avoir été chercher là où se trouvaient les choses que vous aviez envie d'apprendre, et puis votre façon de transmettre par la suite aussi en créant des structures pour enseigner en dehors des sentiers balisés. Mais écoutez, j'ai envie de dire, j'ai jamais rien créé et j'ai jamais eu de projet dans ce sens. Je n'ai fait que répondre à des demandes. Ça veut dire quoi pour vous, ça? Mais j'étais dans ce service et j'avais des gens qui me disaient, on veut venir vous raconter les histoires de nos cas. J'ai dit, bon, ben venez. Et puis on discutait. Et puis très rapidement, le bruit s'est répandu dans les milieux psy, que nous étions là et que nous acceptions des gens dans des groupes de supervision pour la psychothérapie psychanalytique de l'enfant. Et on a eu un afflux de demandes absolument extraordinaire. Et c'est comme ça que nous avons été amenés très rapidement, non seulement à faire des groupes de supervision, mais il y a eu une demande d'un apport théorique. Donc nous avons organisé des cours théoriques sur le développement psychanalytique de l'enfant, enfin ce que la psychanalyse avait apporté au développement de l'enfant, plus précisément, et sur la relation thérapeutique avec l'enfant, sur ce qui se passait dans les psychothérapies, etc. Donc, ce qui était au départ un petit groupe de supervision a pris de l'ampleur et c'est devenu une série de groupes de supervision et des cours. Alors là, heureusement, au bout de quelques années, nous avons tout de même fait des petits, donc il y a eu un relais, il y en a eu des gens qui avaient été en supervision chez nous, qui ont fait eux-mêmes des groupes, etc. Et donc, c'est mis en place ce qui, plus tard, deviendra le programme de psychiatrie infantile de l'IFISAM. À ce moment-là, il n'était pas question d'IFISAM, il était simplement question de ce programme de psychothérapie psychanalytique de l'enfant.
ce qui frappe quand même, c'est quand même le plaisir à partager, à transmettre. Ah ben oui, c'était gai. Mhm. C'était gai. Moi, j'étais partie comme ça en essayant de faire quelque chose qui m'intéresse. Et puis, je voyais qu'il y avait des tas de gens qui venaient me demander de les aider. J'étais la première surprise, d'ailleurs. Mais voilà, c'est parti tout seul. Et c'est à l'époque aussi, en fonction de l'intérêt pour le développement, que est née, je crois, également la formation à la thérapie de développement. Dans le centre de guidance où je travaillais, il y avait une psychomotricienne qui était Marie-Rose Smets, qui faisait un travail qui a tout de suite attiré mon attention. Parce que, par des méthodes totalement différentes des miennes, j'ai envie de dire, elle arrive au même résultat. Elle faisait un examen psychomoteur d'un enfant. Moi, je voyais le discours et les dessins et le jeu d'un enfant. Et puis, nous arrivions aux mêmes conclusions sur son fonctionnement psychique. Alors, ça m'a tout de même pas mal interpellée. Nous avons beaucoup parlé ensemble. Et Marie-Rose avait le souci d'étendre sa technique de psychomotricité à une dimension psychique plus large. Et d'autre part, je me rendais compte que pour beaucoup de cas, l'abord psychomoteur était plus intéressant qu'un abord psychothérapeutique direct où on sollicitait la production imaginaire de l'enfant et son discours. Et c'est ainsi qu'est né ce que Marie-Rose Smets a appelé la thérapie de développement. L'idée étant d'aider l'enfant par le jeu psychomoteur et l'invitation à des productions spontanées à mettre en place les étapes du développement psychique. Donc c'est une spécialité belge. C'est au départ une spécialité belge, et surtout cette dénomination est belge. Mais il faut dire qu'entre-temps, nous n'étions évidemment pas les seuls travailleurs en pédopsychiatrie à suivre un chemin analogue. C'est-à-dire qu'il y a eu d'autres gens qui ont fait la même chose en appelant ça autrement, avec des nuances diverses. Donc pour finir, tout ça s'est révélé moins original qu'on pourrait le croire. Et je crois qu'il y a pas mal de psychanalystes, notamment en France, qui ont fait évoluer leur méthode dans ce sens-là également. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait à l'époque, je parle toujours de mes relatifs débuts au centre de guidance, il y a eu à l'époque une personne tout à fait remarquable qui était directrice de la Ligue d'hygiène mentale, qui était le pouvoir organisateur de l'époque de ce centre, c'était Nicole Guinotte. Et je dois dire que tout ce qui est devenu dans la suite IFISAM, on le doit à son activité. Parce qu'elle a très tôt compris l'intérêt qu'il y avait à développer ce mode de formation. Et un jour, je lui ai dit, écoute, il y a quelqu'un de tout à fait génial dans le service, c'est Marie-Rose Smets. L'ennui, c'est qu'elle ne forme personne. Et Nicole m'a répondu, ça n'est rien, nous allons faire une formation avec elle. Et c'est elle qui a décidé de mettre sur pied une formation qui, au départ, était avec Marie-Rose Smets, avec une neurologue qui était Evelyne Azarts. Et moi-même, j'ai travaillé dans ce groupe un moment, et puis j'ai passé la main à d'autres. Vous êtes analyste aussi, Madame Flaget. Oui, bien sûr, c'est même la première chose que j'ai été, et c'était mon premier projet. J'ai envie de dire que tout le reste est arrivé par hasard, mais mon projet était d'être analyste. Alors il faut dire que la société d'analyse était un peu débutante au moment où j'ai débarqué. Les premiers analystes étaient des autodidactes, qui n'étaient d'ailleurs médecins ni l'un ni l'autre. Et ce n'est que plusieurs années après que des psychiatres y sont entrés. Et là, j'ai été amenée à collaborer à une restructuration complète de la société d'analyse. Alors, en fait, j'ai eu une pratique d'analyste qui m'a fort intéressée, d'analyste d'adultes et d'enfants. Et puis, j'ai éprouvé le besoin tout de même de remettre en cause certains aspects théoriques de la psychanalyse de l'époque, notamment
de repenser l'aspect génétique qui était très prégnant à ce moment-là. Et j'ai été amenée aussi très tôt à m'occuper des aspects psychanalytiques du fonctionnement intellectuel. Et c'est d'ailleurs à ce sujet que j'ai écrit un rapport pour les psychanalystes de Langroman de 1971 qui s'appelait Point de vue psychanalytique sur l'inhibition intellectuelle. Après ça, j'ai encore écrit divers articles sur des points de théorie analytique, mais je ne vais pas détailler ça ici, ce serait trop long. Alors là, vous nous avez parlé de votre abord qui tient compte du développement de l'enfant, de votre abord plus psychanalytique de l'enfant, et puis il y a eu votre intérêt pour les familles. Oui, ça c'est venu... oui, l'intérêt pour les familles, il était là au départ. Ce qui est venu plus tard, c'est la décision que j'ai prise d'aller voir Sigirch, qui lui avait développé un travail de familialiste dans l'esprit systémique pour voir ce qui est moyen de faire et le type de technique qu'il utilisait. Et le fait est que ça a été extrêmement utile parce que, bien que j'ai toujours travaillé avec les familles, là, disons que j'ai pu le faire de façon peut-être plus rigoureuse et avec des techniques plus payantes que ce que j'avais, je dirais, inventé toute seule, en quelque sorte, jusque-là. Mais je voudrais peut-être revenir à un autre aspect des choses. C'est au fait d'avoir pris en supervision des gens qui étaient des gens de terrain pour faire de la psychothérapie psychanalytique. Alors, il faut vous dire que ça, c'était quelque chose qui était hautement réprouvé par les Parisiens de l'Institut de psychanalyse de Paris. Pourquoi nous avons, je dis nous, parce que nous étions tout de même plusieurs, continué à travailler dans ce sens, c'est que nous nous sommes rendus compte d'une chose, c'est qu'en partant de supervision de cas de psychothérapie de l'enfant, nous avions l'occasion, parce que tous les formateurs étaient analystes, nous avions l'occasion de mettre en évidence des mécanismes psychiques qui, immanquablement, sollicitaient des réflexions de nos supervisés sur leur propre fonctionnement. Et ce qui est intéressant, c'est que c'était une porte d'entrée pour la formation psychanalytique. Et que d'ailleurs, tous nos premiers supervisés sont entrés dans la suite à la Société de psychanalyse. Mais je pense qu'il est apparu que c'était une porte d'entrée tout à fait intéressante par rapport à la pensée analytique qui sollicitait la curiosité de nos élèves à travers les supervisions. Mais introduire les familles, ce n'était pas très bien vu non plus. Mais on voyait les familles. Mais d'ailleurs, ce qui a été frappant aussi, c'est qu'à partir du moment où j'ai fait cette formation de thérapie familiale systémique chez Sigirch, je crois que j'ai intégré cette pratique dans ma pratique de pédopsychiatrie, sans oublier du tout le reste, c'était une dimension parmi d'autres, et que ce que j'ai pu transmettre à ce moment-là aux gens qui venaient en supervision chez moi, pas du tout de façon délibérée, mais c'est eux qui ont compris l'intérêt de cet abord. Et ce qui est assez amusant, c'est que j'ai une série comme ça d'élèves qui sont restés des années chez moi, qui ont commencé par faire une formation analytique, puis qui ont été faire une formation systémique. Je n'aurais jamais rien conseillé. Simplement, je crois que j'étais implicitement un modèle de fonctionnement. Je crois que les pédopsychiatres de ma génération ont été baignés dans cette intégration de ces dimensions que vous avez quand même initiées. Et ce n'est, je crois, parfois que quelques années plus tard qu'on se rend compte qu'il y avait cette particularité de ce moment, au fond, qui permettait cette intégration quand on se rencontrait avec d'autres collègues, éventuellement français ou d'autres pays, où c'était quand même beaucoup plus cloisonné. Oui, sûrement. Donc là, je crois vraiment que vous avez ouvert quelque chose. Décloisonner, mais je crois qu'il fallait décloisonner. Et alors nous avons décloisonné au niveau je dirais de ces groupes de supervision, c'est qu'à un moment donné, nous nous sommes rendus compte, en fait, c'est surtout moi qui me suis rendu compte et qui ai secoué mes collègues pour leur dire, écoutez,
de plus en plus, nous avons des gens qui viennent d'un peu partout et qui n'ont pas, comme nos premiers supervisés, une équipe qui est habituée à travailler d'une façon raisonnée sur toutes les dimensions de leur cas. Et on avait des gens qui étaient complètement perdus, déjà au niveau de comment faire une anamnèse, d'essayer de comprendre quelque chose à la psychopathologie d'un cas. Enfin, des gens qui n'avaient pas du tout acquis les bases du travail en pédopsychiatrie. Alors nous nous sommes dit que si nous voulions continuer à accepter des gens qui venaient de services très divers, avec un encadrement souvent nul, il fallait que nous fassions autre chose que ce que nous faisions. C'est-à-dire que nous ne pouvions plus continuer à faire des supervisions de psychothérapie analytique. Il fallait d'abord apprendre aux gens à faire des évaluations de base, à faire des anamnèses et évaluer les différents aspects de la psychopathologie des enfants, et puis poser une indication thérapeutique. Et c'est ainsi que notre travail a tout à fait évolué. Mais donc, vous avez une idée d'où vient au fond ce désir de partager, de transmettre, de donner aussi beaucoup? Écoutez, les gens venaient me demander. J'étais très flattée qu'on me demande. C'est venu tout seul. Et maintenant, au fond, a posteriori, qu'est-ce que vous aimeriez avoir transmis? Et je suis très heureuse quand vous me dites qu'il y a toute une génération de pédopsychiatres qui ont appris à gérer la complexité. Parce que c'est peut-être ça qui était le plus difficile à transmettre. Encore que, avec, j'ai envie de dire, avec ce que j'appelle, faute d'un meilleur terme, mes élèves, j'ai l'impression que ça coulait de source. Et je suis toujours très étonnée de voir qu'il y a encore des gens qui, dans mes dernières années de superviseur, des gens qui viennent vous dire ah, des bilans cognitifs, ça on ne fait pas dans le service. J'ai dit, mais vous avez affaire à des gosses en souffrance qui passent combien 6 heures par jour à l'école où ils rament et où ils se font traiter d'idiots, et vous croyez que ça n'a pas d'importance? Je veux dire, des gens qui ont une vue partielle des choses. D'ailleurs, vous citez l'histoire du garagiste qui m'avait frappé que on ne peut pas, quand on a les 4 pneus d'une voiture crevée, on ne peut pas en réparer un à la fois. Oui, voilà, ça c'est une métaphore que j'aime beaucoup. Hein. Si vous avez les 4 pneus d'une voiture qui sont crevés, si vous en réparez un, et même 2, elle ne roulera toujours pas. Il faut réparer les 4. Et je crois qu'en pédopsychiatrie, c'est à ça qu'on est confronté. Il y a toujours beaucoup de pneus crevés, et tant qu'on n'a pas réparé tout ce qui empêche de fonctionner, ça ne va pas. Je crois que si on part de l'idée que l'être humain est complexe et qu'il y a beaucoup de dimensions, j'ai vu parmi les gens qui sont venus en formation chez moi que la plupart étaient très à l'aise avec ça très vite. Et au fond, quel regard portez-vous sur la pédopsychiatrie actuelle? L'état actuel de la pédopsychiatrie est très morcelé. Il y a un autre aspect des choses qui est plus compliqué, c'est que, et ça je m'en suis rendu compte au fur et à mesure que j'avançais, c'est que le poids des facteurs sociaux m'a paru de plus en plus grand pendant mes années de pratique. C'est que de plus en plus, les pédopsychiatres sont sollicités pour des cas qui sont dans des situations sociales extrêmement difficiles et des cas où la thérapeutique passe par une organisation institutionnelle. Or, ce sont donc tous les cas lourds pour finir. Or, qui dit institution, dit nécessité de financement, donc politique. C'est-à-dire qu'il faut des crédits publics pour financer les institutions. Et c'est là que je me suis, surtout dans les dernières années de ma pratique, cognée à beaucoup de cas où on était forcé de se rendre compte qu'on manquait d'institutions adéquates pour traiter des cas lourds.
C'est vrai que vous ne nous avez pas parlé de votre expérience en institution, qui a quand même été quelque chose d'important, je crois, aussi dans votre parcours. Enfin, j'ai travaillé pendant 10 ans dans une petite institution qui n'est d'ailleurs pas une institution résidentielle, c'est une institution qui est en fait une école d'enseignement spécial de type 8, c'est-à-dire destinée aux troubles d'apprentissage, et une équipe thérapeutique. Cette institution s'appelle les Blés d'Or. Elle existe toujours. Et là, j'ai eu l'occasion de suivre une cohorte d'enfants souffrant de troubles d'apprentissage et de pouvoir aider à fonctionner une équipe thérapeutique tout en ayant des contacts tout à fait quotidiens avec les enseignants, ce qui m'a paru extrêmement intéressant. Donc à nouveau une approche qui intègre les différents aspects. Bien sûr. J'ai pu apprécier l'importance de la pédagogie, parce que si vous traitez des enfants qui ont des troubles d'apprentissage et qui sont dans une école qui ne tient pas compte de leurs troubles et où la pédagogie n'est pas adéquate, tout ce que vous pouvez faire sur le plan psy ne servira à rien du tout. Voilà. Et quelle place pour la psychanalyse d'enfant? La psychanalyse d'enfant, je crois, la place qui en reste, à mon sens. D'abord, il y a toujours des indications de psychothérapie psychanalytique de l'enfant. Il y a surtout, me semble-t-il, des indications de thérapie brève. C'est-à-dire que la psychanalyse vous aide à débloquer des pannes dans le développement psycho-affectif des enfants, et souvent ce sont des traitements relativement brefs. Ça suppose des enfants qui n'aient pas de troubles majeurs du développement, bien entendu. Par ailleurs, je pense que la pensée psychanalytique qui aide à comprendre la subjectivité d'enfants pour lequel éventuellement d'autres démarches sont nécessaires, je crois que là, c'est tout à fait utile. Comme la pensée psychanalytique féconde aussi l'abord familial, n'est-ce pas? Vous pouvez utiliser une technique systémique, mais dans votre tête, avoir une idée de ce que chaque protagoniste a comme monde fantasmatique. Et c'est comme ça que vous pouvez être efficace. Autrement dit, je crois que la pensée psychanalytique est extrêmement utile pour comprendre la subjectivité et des enfants et de leurs parents et comprendre leurs interactions. Et c'est ce que j'ai essayé de mettre en évidence dans mon abord des troubles instrumentaux. Là, j'ai même écrit un bouquin sur ce sujet. C'est-à-dire que ce dont je me suis rendu compte, c'est que le fait d'avoir des troubles du développement cognitif influençait l'organisation du développement psychoaffectif. Et c'est ça que j'ai essayé de décrire, en montrant qu'il fallait absolument intégrer ces deux approches. On pourrait dire que ça fait partie des valeurs de base avec lesquelles vous voulez fonctionner, qui sont importantes pour vous. Oui. Oui, parce que ce que je vois encore quand j'entends parler de cas de moins en moins, puisque je suis retraitée maintenant, c'est qu'il y a des gens qui ont bien l'idée qu'il existe différentes approches, mais qui n'ont pas idée de la manière dont on les intègre. C'est-à-dire que j'entends, enfin j'ai encore vu il n'y a pas tellement longtemps des rapports de cas où on dit tel enfant, il est anxieux donc il lui faut un psychothérapeute, il est dyslexique donc il lui faut un logopède, ses parents se chamaillent tout le temps donc il faut un thérapeute familial. Et l'école ne convient pas donc il faut un enseignement spécial. Mais tout ça juxtaposé sans qu'il y ait aucune idée d'intégration. Et alors, ce que j'ai aussi introduit, tout de même, c'est que j'ai beaucoup travaillé avec des rééducateurs en psychomotricité et en psychopédagogie, en leur montrant la dimension psychothérapeutique de leur travail, n'est-ce pas? C'est-à-dire que si un enfant est anxieux parce qu'il est tout le temps mis en cause narcissiquement, parce qu'il n'arrive pas à se débrouiller pour lire, par exemple, mais c'est le ou la logopède qui est la mieux placée pour aborder cette angoisse. Avec un ou une psychothérapeute qui ne s'occupe pas de l'aspect scolaire, l'enfant n'en parlera pas, il fera tout pour éviter ce sujet douloureux.
Donc, il peut très bien passer un temps fou avec une psychothérapeute à parler de tas de trucs, à inventer des tas d'histoires, mais sans jamais dire qu'il souffre de ne pas arriver à se débrouiller à l'école. Je crois vous avoir peut-être parlé du fait que je m'étais fait agresser une fois lors d'une conférence à Charleroi où j'avais parlé de l'importance de faire du dépistage de troubles cognitifs chez les enfants et où il y a plusieurs personnes qui m'ont agressée en me disant « mais enfin, vous savez tout de même bien que tous ces enfants sont dans des situations sociales absolument impossibles et que c'est à cause de cela qu'ils n'en sortent pas à l'école. » Et je ne suis pas arrivée à leur faire entendre que, bien sûr, j'étais tout à fait consciente du poids des conditions sociales, mais que si en plus de ces conditions sociales défavorables, ces enfants avaient une pathologie du développement qui leur rendait particulièrement difficile les apprentissages, ben, il fallait aussi les aider sur ce plan-là. Et ça ne passait pas. Parce que je pense qu'il y avait le poids de l'idéologie. Là, c'était le poids de l'idéologie origine sociale de tous les troubles de psychopathologie. Dans d'autres milieux, vous avez une idéologie pseudo-psychanalytique où tous les troubles sont liés à des troubles affectifs et à des mauvaises relations précoces. Ce qui est tout aussi faux. Ou purement neurologique. Ou purement neurologique. Mais oui, mais chaque fois qu'on veut tout expliquer par un seul facteur, on se gourre. Parce que c'est toujours une combinaison de plusieurs facteurs. Il est évident qu'un enfant qui a des troubles du développement cognitif ira encore plus mal dans un milieu socialement défavorisé. Voilà. Et ira encore plus mal dans une famille où tout le monde s'engueule, où on ne s'occupe pas de lui, bien entendu. Donc les maîtres mots, ce serait ne pas éluder la complexité et l'intégration. Et l'intégration, oui, des différents domaines. Et à l'heure actuelle, quel regard portez-vous sur votre parcours, sur ce que vous avez construit? Mais écoutez, quand je vous entends dire que toute votre génération a été influencée par ma manière de voir la pédopsychiatrie, je suis extrêmement flattée et satisfaite. L'ennui, c'est qu'il y a d'autres gens qui n'ont pas du tout intégré ça, et que je crois que la pratique en pédopsychiatrie est très diverse, qu'il y a des lieux où on travaille très très bien, et puis qu'il y a des lieux où on travaille vraiment en dépit du bon sens. Et là, et puis, comme je vous le disais, il y a une carence aussi au niveau institutionnel, c'est-à-dire au niveau de cadre de vie adéquat pour pouvoir traiter des cas lourds. Alors, il y a des choses qui se font, hein. Par rapport à mes débuts, c'est extraordinaire, tout ce qui existe maintenant et qui n'existait pas alors. L'ennui, c'est que je ne sais pas s'il y a de plus en plus d'enfants en souffrance, mais en tout cas, il y en a plus que de ressources thérapeutiques pour les traiter. Eh bien, il me reste à vous remercier beaucoup pour cet entretien, Madame Flagey. Eh bien, je te remercie de m'avoir donné l'occasion de parler de ma carrière.